Bonjour à tous et bienvenue à Loin de sans foot, saison 3, épisode 23. Olivier Bratt avec vous en compagnie de Jean Gounel et Sidney Fowo. Messieurs, très heureux de vous retrouver ensemble dès le début pour cet épisode exceptionnel. On va l'appeler comme ça. Sidney, très heureux de te retrouver dès le départ. Les gars, évidemment, on va revenir sur les activités à la Coupe du Monde. Il y a la Copa América qui commence sous peu. Il y a eu la Ligue des Nations qui s'est conclue aussi la fin de semaine dernière. Il y aura la Gold Cup aussi qui va commencer en fin de semaine. Mais commençons par ce qui est déjà en cours comme compétition, la Coupe du monde des dames. Et je veux d'abord vous entendre sur le buzz. C'est un mot qu'on a souvent utilisé ici à Montréal pour parler du foot, pas toujours positivement, mais là, en France, c'est quand même exceptionnel ce qui se passe. 45 000 personnes au Parc des Princes pour le premier match des Françaises, qui en ont joué un autre depuis, mais quand même, ça marquait le coup. Et pour le match Angleterre-Écosse, 6,1 millions de téléspectateurs à la BBC, un record. Là, si ça, c'est pas un buzz, on n'aura jamais. Ah non, c'est incroyable. On était resté sur d'excellents chiffres il y a 4 ans, à la Coupe du Monde ici, au Canada. C'est parti sur les mêmes bases. On s'attendait vraiment à quelque chose vraiment de encore plus fort. Tout est en train de le prouver. Hein. Partout, les audiences sont à la hausse. C'est vraiment... Et du côté de l'Angleterre, où on a fait un bond phénoménal sur les 8 dernières années, mais surtout sur les 4 dernières, d'avoir, Sid, un match Angleterre-Écosse en levée de rideau, difficile de trouver mieux pour créer de l'engouement. Oui, tout à fait. Je pense que c'est un derby qui permet justement d'aller chercher le plus d'intérêt possible. Puis du côté de France-Norvège, on parle de près de 10 millions de téléspectateurs, 45% de part d'audience. Donc c'est un buzz qui effectivement est énorme, un très gros succès. Et puis comme Jean le soulignait, que Canada 2015 a été très très beau. La barre était assez haute pour France 2019. Ouais. Et pour l'instant, on est à la hauteur des attentes. Mais ce qui est impressionnant, c'est qu'on vit ça dès le début. Des fois, on arrive dans les phases éliminatoires, tu arrives en quart de finale, demi-finale, tu as une grosse affiche, et c'est là où tout d'un coup, on commence à sortir des chiffres qui sont impressionnants. Là, on les sort, puis on n'a même pas 6 journées de fête encore dans la compétition. Et tu parlais, Sidney, de l'équipe de France. Ça, c'est une des bêtes... Pas une des belles surprises de la compétition parce qu'on les attendait, les Françaises, mais c'est une des belles confirmations parce que ce match-là, France-Norvège, on y est allé à l'arraché du côté des Françaises après un premier match où on avait été fumante 4-0 face à la République de Corée. On sent qu'il se passe quelque chose. On l'a vécu à l'Euro en 2016 avec les hommes. Là, on est peut-être en train de le vivre à la Coupe du monde avec les dames. Elles ont répondu au premier test. Effectivement, la Norvège était le gros client du groupe, peut-être le plus beau match d'ailleurs de cette compétition. Et puis, la manière surtout, réagir après le but gag de Wendy Renard. Ouais. Les Françaises de Diacre ont montré de très, très belles choses. Et je pense qu'elles avaient besoin de ce match-là, un match de référence pour aborder la suite de la compétition avec avec de plus de grandes garanties. Et c'est un beau succès, le match d'hier, effectivement. Et c'est le danger, Jean, quand tu te retrouves avec une équipe qui a de grandes ambitions, qui est à domicile, si tu rencontres pas d'adversité en phase de groupe. On se souvient de Didier Deschamps qui avait parlé de 2 compétitions dans une, avec la phase de groupe et ensuite la phase éliminatoire. Mais de rencontrer de l'adversité à la phase de groupe, Corinne Diacre, elle n'aura pas aimé ça sur les 90 minutes, mais quand on prend une vue d'ensemble, c'est probablement pas une mauvaise chose. Complètement. Complètement. C'est effectivement un match, tu as besoin d'avoir les deux, vraiment, des matchs où tu es capable un petit peu de voir ce que ton équipe, quand elle est capable de tourner à fond, peut donner. Et puis des matchs où tu vas être poussé un petit peu, quitte à commettre quelques petites erreurs. Je parle même pas du contre-saut de Renard, mais il y a eu peut-être quelques petits moments où la transmission, par exemple, entre Renard et Mbok a été un peu moins bonne. Là, on va chercher un petit peu plus, on va creuser vraiment pour regarder ce qui a peut-être pas bien été. Ouais. Mais c'est le genre de choses que tu as envie de voir au premier tour, justement, parce que tu peux te le permettre, pour régler ça. Et puis avoir une barre, te dire, OK, voilà, face à une équipe de ce niveau-là, je suis capable de répondre. Et c'est vrai que les Françaises ont bien répondu dans une situation où elles auraient pu être embêtées. Bon, ce qu'on aime moins voir en phase de groupe, en fait, ce qu'on aime moins voir, point, à la Coupe du monde, c'est des victoires ou des défaites, ça dépend de quel côté de la clôture on se trouve, de 13-0.
Et elle a fait jaser cette rencontre-là entre les Américaines et les Thaïlandaises. Les Américaines qui l'ont emporté 13-0. Américaines, on le rappelle, championnes du monde. Ça fait jaser non seulement pour ce qui s'est passé sur le terrain, mais surtout en raison de nos collègues de TSN qui ont dit qu'on a manqué de classe du côté des Américaines. Pas en gagnant le match 13-0, mais en célébrant trop à un moment où c'était rendu 8, 9, 10-0. Qu'est-ce que tu en penses de ça, Sid? Je pense que ça a pris beaucoup de place, les célébrations des Américaines. Moi, en termes de score, ma déception est plus de constater encore un écart très, très grand dans le foot féminin entre, effectivement, oui, la meilleure nation du monde et la 34e. Simplement, je trouve que la polémique sur les célébrations a pris énormément de place et on ne souligne pas suffisamment peut-être la performance exceptionnelle d'Alex Morgan avec ses 5 buts, les premiers buts de pas mal de joueuses américaines. Et effectivement, peut-être qu'un peu plus de retenue aurait été de mise pour les Américaines dans leur célébration. Tu parles de Alex Morgan. Je ne sais pas ce que tu en penses, Jean, mais pour moi, c'est pas là où le bas blesse. Tu as marqué 5 buts à la Coupe du Monde. Tout le monde comprend que tu referas probablement jamais ça de ta vie. Il y a très peu de joueurs qui vont y arriver. Mais c'est celui de Megan Rapinoe, le 9e, où là, on virevolte 3 ou 4 fois en s'en allant vers les joueuses sur le banc. On glisse devant ses partenaires qui sont sur le banc de touche. On donne 2-3 coups de pied de kung-fu dans les airs. Puis c'est là, on se dit, c'est 9-0, prends ton gaz égal. Ouais, il y a je pense, une dynamique dans cette équipe. Je sens dans ton hésitation que toi, tu aurais probablement célébré comme Megan Rapinoe. Non, j'essaie de me mettre à la place et de dire, OK, il y a peut-être une raison qui fait que... oui, il y a une raison, c'est les Américaines. OK. Attends, question. Bon. On va pas grimper au rideau, nous, le jour où Christine Sinclair va marquer 4 fois et battre le record de buts? Ah oui? Bon. Je pense qu'il y a probablement un but une dynamique. Tout seul sur son île dans 9, marqué dans une victoire de 13-0. Il y a peut-être une raison qui fait que... on est Canadiens de toute façon. Christine Sinclair, elle va probablement prendre son téléphone, appeler Abby Wambach puis s'excuser de l'avoir battu. Attention. Là. Mais c'est intéressant parce qu'ils ont comparé ça aux célébrations canadiennes extrêmement modérées lors du 9-0 contre la Jamaïque. Et puis on voyait que Christine Sinclair a juste levé un peu le bras en l'air quand elle a marqué sur le 10e but. Mais on fait des blagues, là, mais c'est pour ça qu'on adore les avoir là aussi, les Américaines, Jean, parce qu'elles ont une prétention, et là, j'utilise le terme dans le sens positif. Ils se présentent à quelque part en s'attendant à battre tout le monde, en écrasant tout le monde, puis c'est ce qui fait qu'ils ont été une superpuissance depuis des années. C'est sûr. Je pense qu'il y a plein de petits événements qui font qu'elles avaient quelque chose à prouver et bien au-delà simplement de jouer un match contre la Thaïlande qui était quasi gagné à coup sûr. Ouais. Je ne veux même pas tomber dans l'argument qui est fallacieux, qui est un faux argument, à mon avis, de la différence de but. Parce que ça, là-dessus, on s'est caché derrière en disant non, tu es là, tu es capable de battre le record, tu vas le battre, le record. C'est vrai. Ça, c'est vraiment valable pour n'importe qui. Les Américaines faire ça que les Brésiliennes qui, à 3-0 face à la Jamaïque, lèvent le pied, qui prennent des mauvaises habitudes à ce moment-là. Tout à fait. Attends, pour les Américaines, championnes du monde en titre, mais je ne pense pas que dans leur tête, elles le sont complètement. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire qu'avec le système qui existe dans le foot féminin et un tournoi olympique qui est tout de suite une année après la Coupe du Monde, avec exactement les mêmes équipes, le triomphe des Américaines en 2015 a été en grande partie, effacé par l'élimination en quart de finale contre la Suède à Rio. Et je pense que là, ce n'est pas un titre mondial à conserver dans leur tête, mais à reconquérir. Et je pense que ça met une autre mentalité, ça met un autre objectif. Il y a eu beaucoup de discussions autour de l'équipe américaine depuis 1 an et demi. Elles ont été beaucoup critiquées. Il y avait quelque chose à prouver. Depuis une semaine, là aussi, c'est la dernière équipe qui rentre dans le tournoi. Depuis une semaine, tu sens qu'il y a une piaffe dans ce cas-là. Et depuis une semaine, on leur tanne la tête en disant les Françaises, elles ont gagné 4-0, comment vous allez répondre? Donc, je pense qu'il y a aussi tout cet effet qui a amené
cette libération, mettons, dans les célébrations sur le terrain. On est en début de tournoi en France, mais on a officiellement terminé la première compétition de la Ligue des Nations en Europe. C'était une finale à Porto dimanche dernier entre le Portugal qui jouait à la maison et les Pays-Bas. Ça a été une victoire de 1-0 des Portugais qui deviennent les tout premiers à soulever le trophée de la Ligue des Nations. Je veux moins m'attarder sur cette victoire-là et plus sur ce que ça met sur les épaules de Lionel Messi pour l'Argentine à la Copa América qui commence bientôt, parce que là, mine de rien, Cristiano Ronaldo a 2 titres. Et là, oui, j'utilise le mot majeur pour parler de la Ligue des Nations, parce que je pense que dans 20 ans, c'est probablement comme ça qu'on va le regarder. À son CV, champion d'Europe, champion de Ligue des Nations, et Lionel Messi, lui, a perdu 4 finales de suite, attend toujours son premier trophée. Oui, tout à fait. C'est vrai que dans cette rivalité sportive, tout gain compte. Et c'est encore une fois peut-être ce qui sépare pour les fans de Ronaldo, Messi de leur idole portugaise, cette capacité à aller chercher des titres internationaux. Et la Ligue des Nations vaut ce que ça vaut, mais effectivement, c'est une ligne de palmarès en plus pour Ronaldo, sachant que Messi, avec les anniversaires de la Copa, avec pas mal de facteurs au niveau du calendrier international, a bénéficié de 3 chances consécutives d'aller chercher un titre avec l'Argentine, chose qu'il n'a pas faite. Donc oui, un petit plus pour Ronaldo, mais c'est à la fin du bal qu'on paiera les musiciens. As-tu l'impression que dans quelques années, Jean, on va regarder, parce qu'on la connaît encore mal, la Ligue des Nations. C'est la première édition, mais dans 20 ans, si ça devient une énorme compétition, bien, Ronaldo, le Portugal vont à jamais être les premiers à avoir gravé leur nom sur ce trophée-là. Oui, complètement. Qui viendra tout de suite après une victoire à l'Euro, qui était leur premier titre majeur si on met de côté le U20 qu'ils ont gagné il y a déjà pas mal de temps. Donc c'est une confirmation pour cette équipe-là. Oui, confirmée, parce que l'Euro, on avait dit, OK, ils ont bien négocié leur tournoi. Est-ce que c'est vraiment la marque d'une grosse équipe ? Ils ont montré que qu'ils étaient capables d'aller sous la pression, parce que c'était à domicile aussi, face à une équipe dont tout le monde parle cette année. À cause de l'Ajax. Qui est les Pays-Bas et qui est en plein renouveau. Donc oui, ils avaient pas mal de choses à montrer et ils y sont parvenus. Pour Ronaldo, même s'il n'a pas été phénoménal en finale, il est quand même à la base, puisque lors de la demi-finale face à la Suisse, il fait la totalité du spectacle. Donc, oui, je pense que dans le grand ordre des choses, ce sera une compétition qui va être amenée à être marquante et qu'on va voir, écoute, ces années-là, ça a été les années du Portugal. Un peu plus de pression, donc, sur les épaules de Lionel Messi, comme s'il n'y en avait jamais pour lui quand il est en sélection nationale avec l'Argentine. Pour notre segment à domicile, maintenant, on ne peut pas faire autrement que de revenir sur cette victoire. Il ne faut pas l'oublier, 1-0 des Canadiennes face au Cameroun, parce qu'il y a eu beaucoup de points d'interrogation sur ce match-là, où on a senti les dames fébriles Sydney en début de rencontre, beaucoup de déchets techniques. Mais au final, un but marqué en toute fin de première mi-temps par Kelechi Buchanan est suffisant pour donner une victoire aux Canadiennes. Mais là, on se demande quel ajustement on doit faire en priorité pour la suite, parce que quand tu regardes les autres équipes dans cette compétition-là, et c'est pas obligé d'être des superpuissances du passé. Tu regardes l'Espagne, par exemple, qui a beaucoup de ballons dans son équipe, on semble un peu à court du côté du Canada. Oui, tout à fait. C'est d'entrer en matière un petit peu en deçà des attentes, fébrile, je pense que c'est le bon terme, un peu stressée, nerveuse, une équipe qui a quand même beaucoup de pression sur ses épaules, mine de rien, et peut-être contrairement à l'équipe de France qui a les moyens normalement comme de pouvoir répondre à cette pression, sauf que contre le Cameroun, qui est un adversaire toujours un petit peu dangereux. Je pense que c'est l'équipe africaine avec le Nigeria qui a vraiment les moyens de plus déranger et bousculer la hiérarchie mondiale. Les Canadiennes ont été un peu en dedans, marque sur, on va dire, une erreur de marquage sur le corner. Kelechi Buchanan a dit que c'était une magnifique reprise de la tête. C'était pas une erreur de marquage. Oui, je pense que la vérité est entre les deux. Tout à fait. Et j'imagine que du côté d'Herman, il y a pas mal d'ajustements qu'on doit faire par rapport au match numéro 2. Oui, et on a regardé, j'ai beaucoup aimé le commentaire de Marie-Ève Naud qui m'a dit pendant ce match-là, Jean, face à une équipe comme les Pays-Bas,
ou la Nouvelle-Zélande, qui sont les deux autres équipes du groupe des Canadiennes, c'est un peu plus facile de déceler les tendances puis ce que l'adversaire cherche à faire. Et là, tu as quelque chose à quoi t'agripper pour gérer ton match. Mais face aux Camerounaises, qui se sont repliées, oui, mais qui n'ont pas vraiment de patron de jeu que tu peux remarquer dans la première demi-heure pour là te dire, bon, on a 1 heure pour s'ajuster puis capitaliser. J'ai aimé ce commentaire-là parce que c'est vrai qu'une équipe qui joue de manière un petit peu plus aléatoire comme le Cameroun, c'est plus difficile à négocier. C'est compliqué, c'est vrai, parce que tu as une équipe qui n'est pas sortie. T'as jamais vu monter les latérales, par exemple. Non. Qui est resté donc très, très compact, qui a fermé beaucoup d'espace et effectivement qui a joué principalement la seule base de jeu que tu étais capable de ressortir de cette équipe-là en la voyant, c'est de se dire, OK, dès que c'est possible, on va balancer loin devant parce qu'on a 2 flèches devant qui vont faire mal. Et on l'a vu, c'est exactement ça. Absolument. C'est pas vraiment un concept sur lequel tu t'adaptes. Te dire, OK, ils vont faire comme ça, donc on va pouvoir les prendre de cette façon-là. Non, c'est pas possible. Tu vas te heurter régulièrement à un mur. Effectivement, le problème des Canadiennes, ça a été de jamais être capable d'ouvrir d'espace. Et comme Sidney le dit, il y a eu un déchet en plus de ça qui a été quand même assez important. Oui, parce qu'il y a 2 choses là-dedans, Jean. Il a trouvé la clé, mais après ça, être capable de garder le ballon assez longtemps pour que cette clé-là, tu sois capable de l'utiliser. Ouais. Et c'est là où c'est pas juste de savoir quoi faire, c'est d'être capable d'exécuter. Mais oui, moi, ce qui m'a semblé un peu plus embêtant, c'est qu'il y a eu un manque, pas d'inspiration, mais de moyens vraiment de forcer l'ouverture. Et effectivement, comme Marie-Ève le disait, c'est difficile face à une équipe dont on a du mal à voir, pas forcément les arguments, mais à dessiner le concept de jeu général. Il n'y aura pas cette excuse-là lors des 2 prochains matchs, par contre. Fait que là, si après le prochain match, il y a encore ces déchets techniques puis on a de la difficulté à s'ajuster, bien, on devra mettre ça sur le dos d'une autre raison. Si on se penche du côté des hommes, maintenant, la Gold Cup qui commence pour la sélection canadienne et John Herdman, samedi, 19h30, ce sera un match face à la Martinique. Après ça, il va y avoir des matchs contre le Mexique. Ça va être la grosse rencontre de la phase de groupe. Et Cuba. Mais avant, je veux vous entendre sur les attentes que vous avez pour ce premier match-là de Gold Cup. C'est une belle génération, c'est un nouvel entraîneur et c'est un entraîneur qui, à son tout premier match, à la barre de l'équipe, c'était contre les Îles Vierges américaines, avait lancé un défi à ses joueurs. Je veux que vous en marquiez 8. C'est sûr qu'il faut que tu respectes beaucoup plus l'équipe qui va être en face en fin de semaine, mais vous vous attendez à quel genre de match ou surtout quel genre d'approche de Herdman? Il n'en marquera pas 8 contre la Martinique, je pense pas. Ça, c'est clair. Mais je crois qu'ils doivent aussi prouver le progrès que le programme canadien a fait, parce qu'ils ont été surpris par la Martinique il y a 4 ans. Et donc là, je pense que le Canada a beaucoup progressé et devrait sortir avec une victoire, disons, confortable si ils arrivent à se débloquer dans le premier quart d'heure, premier 30 minutes. C'est quoi une victoire confortable? Parce que là, on navigue entre les 8-0, les 13-0, les 1-0. C'est quoi? Où est-ce que tu es confortable, toi? 3 buts. 3 buts d'écart. D'écart? D'écart, oui. Parfait. Je serais confortable. Un 6-3. Wow! Jean? Non. Non? Je pense qu'on a vu... Ça va être plus serré que ça? Ou ça va être plus proche de Megan Rapinoe? Je ne sais pas si ça va être plus serré que ça. Je pense que pas encaissé. Ça, je pense que ça, c'est vraiment... Oh boy, là, on est... Non. Il y en a un qui me dit 3 buts d'écart, puis l'autre me dit pas encaissé. D'abord parce que tu veux des certitudes sur ce premier match-là. Ouais. Ça, c'est le plus important. Tu veux tes 3 points et des certitudes. C'est-à-dire savoir, OK, à partir de là... La prochaine étape, c'est... Voilà comment je progresse. La première certitude, c'est pas encaisser parce qu'on voit que cette équipe-là a fait des progrès. On veut les voir maintenant en compétition et ça commence par pas se faire surprendre, ne pas laisser la porte ouverte à une possible surprise parce que, comme Sidney a dit, il y en a eu des surprises. Et le Canada... On a plutôt été du mauvais côté du bâton, à part peut-être en 2000, où là, il y a eu quelque chose d'incroyable. Et il faut dire qu'on aime beaucoup, on a hâte de voir cette compétition-là parce qu'il y a une jeune génération qui s'en vient. Une jeune génération, ça vient avec de la fougue, de l'énergie, mais aussi de la naïveté. Et c'est là où tu peux passer à côté d'un premier match. C'est ça. C'est pour ça que, je dirais 2-0. Je serais bien content. 2-0 avec une certaine manière, ou en tout cas une sérénité dans la gestion.
pas de problème. Mexique, après, on verra. Le match décisif, ce sera probablement Cuba. Tiens, vous pouvez nous envoyer vos décisions. Plus ou moins de 2,5. On va couper la poire en deux. Hashtag la DSF. Vegas, je m'en viens. Ce ne sera pas très long. On y va maintenant avec nos sujets chauds, messieurs. Plusieurs questions, justement, nous ont été posées sur Twitter au cours des dernières heures. Monsieur Foot nous dit, parle de l'équipe nationale canadienne, Alphonso Davies jouerait principalement derrière avec le Bayern. Est-ce que c'est une mauvaise nouvelle pour lui et le Canada? Non. Pas pour lui, parce qu'au Bayern, mais peut-être pour lui avec le Canada? Non, peut-être en termes d'ajustement, je ne pense pas que ce soit une mauvaise nouvelle et que de toute façon, il a toujours joué sur le couloir, même à Vancouver, donc c'est pas quelque chose de surprenant. Même avec Team Canada, il est arrivé très fréquemment qu'on l'utilise à cette position d'arrière latéral. Donc je ne pense pas du tout que ce soit un problème et qu'il pourra tout à fait s'exprimer offensivement s'il a besoin de le faire. Et Jean, c'est pas comme si au Bayern, on mettait des menottes aux défenseurs latéraux non plus. Non, déjà, je pense pas que ce soit un problème du tout. Au contraire, même, je pense que ça donne une autre dimension au système que Herdman va pouvoir utiliser. Tu peux l'utiliser en ailier classique, tu peux l'utiliser dans plusieurs systèmes, tu peux l'utiliser en latéral en sachant qu'au bout, tu vas avoir un rendement efficace, sachant aussi qu'il sait défendre, parce que c'est quand même quelque chose qu'on va lui demander. Donc non, je ne pense pas que ce soit un problème du tout. Au contraire, c'est même garanti que de son côté, il va y avoir un certain nombre de possibilités et une évolution dans le système de jeu du Canada. Et il faut dire qu'on forme des joueurs qui sont malléables au Bayern. On parle de David Alaba qui joue à ce poste-là, mais David Alaba n'est pas défenseur latéral gauche avec l'Autriche. Alors, il a été central, il a été milieu de terrain, absolument. Tiens, pourquoi pas? Ce milieu de terrain, Alphonso Davies, dans quelques années, qui sait? On fait des miracles avec les jeunes joueurs au Bayern, puis là, c'est le temps d'être un jeune joueur au Bayern. C'est un renouveau en ce moment pour les Bavarois. Sylvain Lefebvre, maintenant, nous demande que pensez-vous du retour de Leonardo dans le giron du Paris Saint-Germain? Parce que là, on a des questions à se poser. Déjà, il y a un paquet de transferts à opérer. On veut se remettre d'une 3e élimination consécutive en ronde des 16 de Ligue des champions. Puis Leonardo, l'homme de la situation, Jean? Je pense que oui. Je pense que oui. C'est posé, ça, comme réponse. Il Tu nous as dit ça avec un petit ton feutré. Non. D'abord, c'est pas son premier... Je sais pas si ton calme me rassure ou m'inquiète. Il est déjà passé au club comme joueur, comme directeur général. Il connaît, à 2 reprises, parce qu'il a été déjà bien avant l'arrivée de Qatar Sport, et il a été rappelé avec eux par eux en venant avec Ancelotti. Donc, il connaît bien la maison. Il connaît l'environnement du PSG qui est très spécial. Il faut un petit peu le connaître pour voir qu'il y a beaucoup de choses qui viennent de l'extérieur et qui viennent souvent alourdir beaucoup le travail qui est fait à l'intérieur du club. Il connaît ça. Il a une aura. Il est respecté. Il est connu. Je pense qu'il rentre tout à fait dans le projet maintenant du club qui est de se refaire une certaine image, une certaine dignité au niveau international. Parce que l'histoire de Neymar, ils sont passés quand même pour des parvenus un peu. Le petit nouveau riche là, qui dépense l'argent n'importe comment. Au niveau des résultats, ils sont passés pour des rigolos. Donc là, il est temps d'être plus carré, et Leonardo, c'est quelqu'un, je dis, qui connaît le club, qui a déjà eu une grosse habitude de traiter avec des clubs à l'étranger, et donc je pense que c'est un pas vers l'avant. Comment tu as réagi, Sid, en voyant cette nouvelle-là? C'est une excellente nouvelle pour le Paris Saint-Germain. Je pense que Leonardo est associé aux meilleures années de l'ère QSI, avec l'arrivée de Zlatan, de Mota. On parle de Cavani, Matuidi. Je pense que tous les grands noms finalement du Paris Saint-Germain sont le fruit de Leonardo. Et puis même des Verratti, il est capable aussi de chercher des petites pépites comme ça. Donc je pense que c'est une bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain qui sportivement doit peut-être revenir à des bases et adresser des positions clés dans lesquelles il souffre, notamment la position de numéro 6 avec le départ de Mota qui n'a jamais été comblé. Et Leonardo a cette capacité, je pense, sur le marché des transferts, de pouvoir trouver et combler les besoins du Paris Saint-Germain. Avant de passer au prochain sujet, Jean,
Là, on a Juninho à Lyon. On a Leonardo qui est au PSG. C'est quoi le lien? Puis là, de mémoire, j'y pense à l'instant. C'est quand même un endroit où on s'installe assez bien du côté des Brésiliens dans des postes de direction. Est-ce que c'est quelque chose qui est exclusif à la Ligue 1? Est-ce que c'est parce que ces gars-là n'ont pas eu des parcours semblables? Juninho a fait partie des meubles à Lyon. Ça a été un passage relativement court, à peu près 34 ou 35 matchs pour Leonardo à Paris. Comment t'expliques ça? C'est juste un fruit du hasard? Il a été plus marquant au niveau dirigeant. Il a été marquant au niveau joueur. Les Brésiliens en poste de direction en France, est-ce que tu t'expliques ça comment? Je pense que c'est très certainement en partie le fait qu'il y a quand même un niveau personnel, un niveau individuel dans les relations direction-joueur ou direction manager, dans le cas de Leonardo, qui est resté parce que, par exemple... dans le temps? Tu vois Juninho à Lyon, c'est vraiment une relation très personnelle avec Aulas qui existe parce que ce sont des dirigeants qui sont là aussi. Aulas, ça fait 30 ans qu'il est là à Lyon, donc il y a quelque chose de familial et où la relation individuelle compte beaucoup. Je pense que ça existe encore pas mal en Ligue 1, peut-être moins dans certains autres clubs, ou dans certains autres pays. Un confort de vie quand même qui est... Aussi. Qui n'est pas désagréable, hein. C'est certain. Tu as un confort de vie à Londres, mais quand tu as Abramovich comme propriétaire, c'est pas la même game. Tu as tout à fait raison. Non, c'est pas mal aussi. Et puis, le projet, parce qu'on dit, on veut amener le club, soit revenir à un niveau, soit l'amener à tel autre niveau. Il y a un vrai projet avec la perspective quand même, des moyens d'aller loin dans ce projet. Pépé Nollet, maintenant, vous fait jouer au casino, les gars. Joey Saputo vous donne 1 million US, on précise, puis on fait bien de le faire, comme budget. Vous en faites quoi au mois de juillet 2019, Sydney? Ouf, bonne question. Je pense qu'on va mettre 1 million sur un numéro 9. Et on T'as déjà 1 million sur un numéro 9. Il s'appelle Maxi Urruti. J'allais revenir. et on fait en sorte que ce ne soit pas Urruti. Parce que, effectivement, je ne sais pas si c'est nécessairement un problème d'argent ou parfois un peu d'idée du côté de l'Impact de Montréal. Parce qu'on vient de voir la liste des salaires des joueurs et que l'argent, il y en a. Ce n'est pas non plus une masse salariale faible à l'échelle de la MLS. Maintenant, comment il est utilisé, je pense que c'est là que le bas blesse du côté de l'Impact parce qu'il y a beaucoup trop d'argent sur le banc ou beaucoup trop d'argent sur des joueurs dont le rendement est insuffisant ou quelque chose qui ne justifiait pas nécessairement qu'ils aient autant d'argent en partant. Donc 1 million, oui, c'est beaucoup en MLS. Et puis je pense qu'on sait que l'Impact, c'est surtout position de 9 et de 10 qu'ils ont besoin de se renforcer. Donc, Jean, qu'est-ce que tu fais avec ton million? Avec 1 million, oui, en force, pas forcément pour aller chercher un joueur tip-top, mais regardant des joueurs, qui ont déjà une certaine expérience MLS, parce que je crois qu'il y a un petit déséquilibre là, qui n'est pas nouveau d'ailleurs. Je crois que l'Impact a besoin de joueurs qui ont un peu plus de bouteilles en MLS. Ouais. Et donc, aller chercher des joueurs qui restent donc dans une fourchette salariale relativement abordable et essentiellement renforcé à des postes de milieu plutôt, milieu à tout faire, voire offensif. Moi, je vous dis, les gars, je m'arrange pour me débarrasser d'un autre million, puis là, je veux magasiner avec 2 millions, parce que c'est là où, à mon sens, l'Impact se retrouve entre deux chaises et c'est là qu'on fait du recrutement catastrophique. Quand on ne veut pas prendre des gars qui coûtent des peanuts, comme Daniel Lovitz, par exemple, qui gagne moins de 100 000, qu'on ne veut pas aller payer un 2 ou un 3 millions, on cherche l'entre-deux. C'est là qu'on se ramasse avec des Novillo, des Camacho, des gars qui coûtent cher parce qu'il faut que tu les attires, mais en même temps, comme tu viens de le dire, Jean, ils n'ont pas l'expérience de la MLS ou un standing extraordinaire en Europe. Donc là, tu es entre deux. Trop souvent, ça fait un recrutement qui passe à côté. Moi, je dis à Joey, je magasine à 2 millions. Donne-moi-en un. On va en trouver un autre parce que, comme tu l'as dit, Sid, il y en a de l'argent sur le banc cette année. Un peu. C'est peut-être un argument parce que c'est vrai que, tu dis, Urruti, il a quand même du vécu en MLS, il coûte 1 million, mais... Il n'est pas au bon poste. Ne repars-moi pas là-dessus, Jean Gounel. Là, on ne va pas commencer à parler...
1393 minutes de jeu cette année, Maxi Urruti. Un but sur un pénalty que c'est pas lui qui est allé chercher. La question du staff maintenant. Est-ce que l'absence de Neymar est une catastrophe pour le Brésil ou est-ce que ça va plutôt galvaniser l'équipe à la Copa América? Sid? Les deux. Effectivement, Neymar... Une catastrophe qui galvanise, ça, c'est intéressant. Oui, mais oui, parce que c'est de très loin le meilleur atout offensif du Brésil. C'est celui qui crée le plus d'occasions. Même à la Coupe du Monde, où il a été décrié pour ses roulades, ben, ça reste que le joueur qui était le plus offensivement, le plus dominant de l'équipe. Donc, c'est une catastrophe, effectivement. Mais en même temps, ça force des Firmino, des Gabriel Jesus, ça force tout le reste de l'effectif à prendre ses responsabilités. Et donc, à ce moment-là, comme il y a sûrement un effet... galvanisant pour le reste de la Seleção. Mais ça reste une catastrophe. Et puis, en tant que partisan du football, je suis très déçu de l'absence de Neymar. Pas d'accord. Pas d'accord, c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Pour le Brésil? Wow. Non, il focalise trop. Il focalise trop l'attention, sans parler de ses problèmes extrasportifs qui sont majeurs. Exact. Dès que Neymar bouge, et en particulier au Brésil, pour un tournoi qui va avoir lieu au Brésil, c'est le cirque. C'est le cirque, et je pense que c'est en grande partie des problèmes que le Brésil a pour évoluer. D'un autre côté, je pense que c'est un joueur auquel on a donné beaucoup de chance, côté brésilien, d'être le patron, d'être le joueur vers lequel tout le monde va le gars qui va tirer tout le monde vers l'avant. Cristiano Ronaldo, si tu veux, ouais. Au Portugal. Pas forcément tout le monde ne va pas répéter ce qu'il fait, mais créer une dynamique derrière lui. Jamais y arrivé. Manque de maturité totale et tu ne peux pas compter sur ce gars-là pour être vraiment le patron. L'année dernière, à la Coupe du Monde, tu ne peux pas dire qu'il a été le leader de l'équipe, franchement, alors qu'il était investi un petit peu de ça. Et je pense que là, ça va amener d'autres joueurs à être un petit peu plus costaud, un petit peu plus solide. Un peu comme les dames. Martha absente, Christiane marque un tour du chapeau pour le Brésil à leur premier match. Qui sait, ça pourrait ressembler à ça. Messieurs, merci beaucoup. Bien hâte de voir ce que ça va donner, ça, à la Copa América. On présente d'ailleurs tous les matchs de cette compétition sur RDS Direct. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. On vous invite à partager vos questions avec nous sur Twitter, #LDSF tout au long de la semaine. Vous pouvez consulter le contenu sur le rds.ca/balado-diffusion sur l'application de RDS ainsi que sur l'application iHeartRadio.